Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette conférence et une pensée particulière, comme je le dictais tout à l'heure, malheureusement ça a dicté avec des fautes, pour tous ceux et celles qui ont essuyé la tempête. Ça a été vraiment violent et j'ai des échos des quatre coins de la France et particulièrement du Nord. Et j'espère que l'électricité est revenue pour chacun. Alors, on va démarrer ce sujet que je n'ai encore jamais traité, ni en présentiel, ni sur Internet. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer pour vous. En fait, je prépare ces conférences dans mes allers-retours en train, comme j'ai 3 heures de train à chaque fois. Eh bien, je travaille et je ne vois pas le temps passer. Alors, on va démarrer ce nouveau sujet. Ah, j'arrive pas. Voilà. Qui s'appelle Retrouver la confiance en soi, en la vie, en l'autre et s'épanouir pleinement. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la confiance, comment elle s'installe, comment on la perd et comment est-ce qu'on peut la retrouver, comment est-ce qu'on peut la récupérer. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Mon son est bien activé. Il faut que vous regardiez sur votre ordinateur à vous, car chez moi, ça marche. C'est bien, bien en route. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance? Je me suis un peu gratté la tête pour essayer de définir ce que c'était. Et puis, je suis allée voir un petit peu partout qu'est-ce que c'est. Mais c'est un état intérieur, la confiance, qui est un état mental ou émotionnel qui montre de l'assurance ou de la sécurité, confiance en soi, confiance en l'autre, ou dans une organisation, dans un système. Et c'est cet état qui nous permet de croire dans la fiabilité, l'honnêteté, l'intégrité, les compétences et les bonnes intentions d'une personne ou d'une organisation. Et la confiance est un élément essentiel dans toutes les relations interpersonnelles ou avec des organismes ou avec des groupes. Cette confiance, elle est extrêmement importante pour la vie personnelle, la vie professionnelle, les affaires, la finance, la politique, et puis la vie en général. Et sur quoi elle est basée, cette confiance? C'est quelque chose qu'on ressent. C'est pas une évidence qui est d'origine cognitive ou intellectuelle, c'est quelque chose qui est basé sur un ressenti. Et le ressenti, c'est la somme de notre intuition, de notre cœur qui dit oui, j'aime, de notre corps qui dit oui, tout est juste, tout est bien et qui reste serein, calme face à la personne ou à l'organisation. Et donc, c'est quelque chose qui s'est construit aussi avec notre histoire, avec des expériences, avec des normes sociales, avec nos croyances personnelles et culturelles. Qu'est-ce que c'est que la confiance dans l'autre? Et donc, c'est la croyance qu'une personne ou un groupe de personnes sera fiable, honnête dans une situation donnée. Elle repose sur la capacité à faire preuve de bienveillance, de respect, de responsabilité, je dirais même d'intégrité dans toutes les interactions. Et c'est une composante essentielle des relations humaines. Et cette confiance, elle doit être gagnée, elle doit perdurer, elle doit être maintenue. Et à tout moment, la moindre trahison peut venir la détruire et il faudra des années pour la reconstruire, voire ce sera impossible de la reconstruire. Cette confiance, elle facilite les interactions sociales, elle donne de la satisfaction et de la joie dans les relations et elle contribue à une meilleure estime de soi. Cette confiance, elle peut être brisée, comme je vous disais, très simplement, très facilement. Il suffit d'un rien, un mensonge, un comportement, un oubli, une erreur, un défaut de responsabilité. Et là, c'est vraiment difficile pour la regagner. La confiance en soi, je dirais, c'est un élan du cœur envers soi-même. La confiance en soi, elle part du fait qu'on s'aime soi, qu'on a confiance en soi, on s'aime, on reconnaît la valeur, on reconnaît qui nous sommes vraiment. Et cette confiance implique la croyance en soi, c'est-à-dire en ses capacités, en ses talents, en ses qualités pour faire face aux situations, en ses compétences. Et c'est cette confiance qui vous amène dans votre
sécurité intérieure à vous affirmer, à vous exprimer, à montrer qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et à vous donner la possibilité de surmonter tous les obstacles. C'est avoir foi en soi, c'est-à-dire je peux compter sur moi, sur mes talents, sur mon intelligence, sur qui je suis. Et si on manque de confiance, on risque de passer à côté de sa vie. On va se limiter, rester coincé dans des croyances et ça va être difficile de concrétiser nos rêves, nos souhaits et de nous épanouir. Et le risque du manque de confiance, c'est tout doucement de s'isoler, de s'enliser et d'aller tout doucement vers un état dépressif qui peut même aller, dans les cas très très graves et extrêmes, conduire jusqu'au suicide. Et cette semaine, j'ai eu un petit temps de repos après le séminaire de 4 jours et j'ai entendu ça sur une petite série anodine que j'avais regardée pour me détendre. Et le personnage disait: la confiance ouvre des portes au lieu d'en fermer. La confiance est le tissu de la vie. Elle permet de se rassembler et de grandir ensemble. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Et j'ai trouvé que ces 3 phrases résumaient bien la confiance et c'est pas souvent que j'ai entendu des choses aussi intelligentes sur des séries. Alors, qu'est-ce que c'est que les bases de la confiance? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir confiance en soi? Après réflexion, j'ai pris un peu de temps quand même et je me suis dit que les approches des maîtres indiens étaient vraiment intéressantes en ces circonstances. Les maîtres indiens parlent de ce qu'on appelle les 4 tattvas. Les 4 tattvas sont 4 consignes qui, quand on les applique réellement de façon sérieuse, profonde, et que tout notre être tend vers ces 4 consignes, eh bien, on entre vraiment dans l'éveil. On s'éveille à notre réelle dimension de qui nous sommes vraiment, à la spiritualité, et on réveille nos pouvoirs créateurs. La première des consignes pour retrouver la confiance, pour avoir confiance en soi, c'est être authentique. Et en sanskrit, l'authenticité, ça veut dire je suis. Je m'identifie à qui je suis. Je m'identifie à ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant, de plus lumineux, de plus magnifique en moi. Je m'identifie à ma perfection, à mon divin en moi, à mon je suis. Je me situe à mon plus haut degré de réalisation. J'accorde ma pensée à mon plus haut degré de possibilité et je peux décider et déclarer à chaque instant qui je veux être. Je peux penser, déclarer, décider que je suis un bel être de lumière, d'amour, avec de belles qualités, avec un trésor de potentiel infini à l'intérieur de moi, avec des talents infinis et que je peux commencer à les exprimer. Il suffit que je choisisse d'être authentique. C'est alors que ma pensée me forge. Ma pensée, si elle est positive, si elle va dans le sens de l'authenticité, elle va me permettre de l'exprimer, de le manifester. Si elle va dans le sens du négatif, en pensant que je ne suis pas assez, que je suis trop, je suis moins, je suis le moins, etc., eh bien, elle va me briser. Le processus de la pensée est soutenu et entretenu par moi. Je suis responsable de mes pensées. Si je pense positif de moi, je vis dans une énergie positive autour de moi, j'attire du positif autour de moi, je manifeste du positif autour de moi. Et donc, c'est important d'être conscient que mes pensées sont entretenues et soutenues par moi seule. Je suis responsable de mes pensées. Je peux choisir d'être dans une pensée légère, joyeuse, dans une pensée sombre et triste, et d'y rester. C'est ma liberté.
Je crois souvent que je ne peux pas contrôler mon mental, que je ne suis pas en mesure de le contrôler et que c'est lui qui a le pouvoir et qui me fait penser comme ça. C'est pas vrai. Il suffit que je le choisisse pour que ça change. Et donc être authentique, c'est fonctionner constamment à son plus haut degré de possibilité. Et dans ce cas, ça se crée, ça se manifeste dans la matière. Je suis seule responsable. Plus je suis authentique, plus j'ai confiance et plus je me manifeste de façon positive, créative et responsable. Quelles sont les 4 dimensions de l'authenticité? Chez les maîtres indiens où je suis allée étudier, l'authenticité, c'est répondre à la vie à partir de qui nous croyons être, à nos yeux et aux yeux des autres, et à partir de ce que les autres croient que nous sommes pour eux. Il y a plusieurs identités dans l'authenticité. La première, c'est quelle image ai-je de moi, moi, à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Par exemple, est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je me trouve intelligent? Est-ce que je me trouve nul? Est-ce que je me trouve moche? Est-ce que je me trouve pas créatif, pas assez? Est-ce que je peux dire j'aime les gens, j'aime la vie, ou j'ai peur, ou je vis dans le doute? Et nous avons beaucoup d'idées à l'égard de nous qui sont comme ça. Et c'est l'idée principale que nous avons de nous-mêmes qui constitue notre image intérieure. Et nous avons tendance, quand nous pensons à qui nous sommes et que nous pensons à cette image que nous avons de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, à faire en sorte que cette image soit toujours plus petite que l'idée extérieure que nous allons projeter sur les autres. Quand nous sommes seuls avec nous-mêmes, eh bien, nous pensons que nous sommes nuls, pas assez, moins, trop, le plus, le moins, etc. Quand nous allons être avec les autres, nous allons essayer de montrer le meilleur de nous-mêmes parce que nous avons besoin d'intégrer un groupe, d'être aimé, d'être reconnu, faire partie de ce groupe et donc nous allons essayer de nous montrer sous notre meilleur angle. En sanskrit, cette image ou l'image que nous projetons à l'extérieur, on l'appelle ahamkara. L'image intérieure, on l'appelle mamakara. Cette image qu'on projette à l'extérieur, c'est celle que moi j'appelle l'appartement témoin. Et nous nous projetons envers les autres. Comment sommes-nous? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons montrer de nous à l'autre? Et on essaie de se montrer talentueux, honnête, serviable, quelle que soit la personne qui est en face de nous, on essaie de montrer le meilleur. Malheureusement, ce qu'on projette est toujours plus grand que ce que nous croyons être à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça vraiment que je l'appelle l'appartement témoin. Quand vous visitez un appartement témoin, tout est toujours très beau, magnifique, les jardins bien faits, la décoration soignée, tout est parfait. Voilà ce qu'on essaie de montrer de ce qu'on veut nous vendre. Alors, quelles sont les autres dimensions de l'authenticité? On a l'image de soi, l'image qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. On a l'image que nous projetons vis-à-vis des autres. Et puis, la troisième, c'est l'image que les autres ont de nous, l'image qu'ils nous renvoient, par exemple. Et on l'appelle Anyakara. C'est-à-dire comment les autres nous perçoivent, quand ils parlent de nous à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils disent de nous, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Et c'est comment on souhaite se projeter à eux. On voudrait qu'ils retiennent ce qu'on a essayé de leur montrer de nous. Et il faut penser que on a plein de sens subtils et que même si on essaie de montrer le meilleur visage, nous sommes capables de ressentir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un être, de ressentir son énergie, son ouverture de cœur, sa lumière, ses peurs, ses doutes, sa sérénité ou pas. On a des capacités de percevoir ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne veut pas montrer ou manifester. Eh bien, cette troisième identité, l'image que les autres ont de moi, c'est intéressant d'essayer de faire en sorte que cette image corresponde aux deux autres, celle que j'ai de moi, celle que je projette de moi.
Et la quatrième identité de l'authenticité, c'est celle qu'on appelle l'image qu'on a de la vie, Svaranyakara en sanskrit. Et donc, soit j'ai une image triste et négative de la vie, elle est difficile, on est là pour en baver, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est plein de peur avec les guerres, avec les crises, avec l'économie, avec les problèmes climatiques, la disparition de la diversité, et on peut avoir une image très négative de la vie. Ou alors, on peut avoir une image positive, la vie est sacrée, la vie est abondance, la vie veut le meilleur pour moi, elle connaît mon besoin, elle m'apporte tout pour vivre paisiblement et sereinement. Je peux avoir l'une ou l'autre, ou tantôt l'une, tantôt l'autre. Eh bien, être authentique, au sens sanskrit, cette authenticité, c'est lorsque ces quatre pensées, l'image que j'ai de moi à l'intérieur, l'image que je projette de moi à l'extérieur, l'image que les autres me renvoient de moi et l'image que j'ai de la vie font un. Elles sont en cohérence. Ce sont les mêmes. Dernière chose avec l'authenticité, les pensées racines. Ce sont des façons prédéfinies qu'on a au fond de nous pour penser, qui sont en lien avec des souffrances, des mémoires du passé, du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, de l'injustice, une punition. Ces pensées racines vont faire en sorte que s'ancrent en nous, s'ancrer comme une encre à haine, s'ancrent en nous des croyances profondes, limitatives, dont on va avoir beaucoup de difficultés à se défaire. Et donc, on se crée ces idées à propos de nous-mêmes avec toutes les expériences de la vie. Et toutes ces idées, toutes ces pensées, on les croit vraies et elles imprègnent nos vies, elles se manifestent dans nos vies. Et c'est dommage parce qu'elles nous empêchent d'être créateurs positifs et de manifester le meilleur de nous-mêmes. Donc ces pensées racines, vous les connaissez, je suis pas assez, je suis moins, je suis différent, je suis moche, je suis nul, je suis pas bonne en maths, je suis pas créatif, je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime, je suis fragile, je suis en mauvaise santé, de toute façon personne ne m'aime et puis la vie est trop difficile et puis je n'ai pas cette puissance pour réaliser tout cela. Ce sont les pensées qu'on se répète régulièrement. Et donc, toutes ces pensées, c'est faux. Elles sont totalement erronées et elles sont en lien avec les mémoires de notre histoire. Et nous seuls pouvons les changer. Nous seuls, en choisissant de dire ça suffit et en étant attentifs à nos pensées. Donc, être authentique, je m'identifie à mon plus haut niveau de potentiel. L'image que j'ai de moi à l'intérieur, que je projette de moi à l'extérieur, l'image que les autres me renvoient de moi et l'image que j'ai de la vie et mes pensées racines, tout cela ne fait qu'un. Je suis positive, identifiée à mon plus haut niveau de potentiel. Je suis. Et je suis est à l'image du divin et je suis est perfection ou tend vers la perfection et je suis un potentiel qui tend vers l'infini. Le deuxième tattva qui amène la confiance en soi et en l'autre, c'est ce que les Indiens, les maîtres, appellent l'intégrité. Et dans le mot intégrité est inclus ce qu'ils appellent le pouvoir des mots. Mes pensées, les mots que je formule tout au long de ma vie, tout au long de mes rencontres, tout au long de mes expériences, mes pensées et mes mots, les mots que j'utilise, ont un impact et sont créateurs. Ma vie se construit à partir des mots et des engagements que je formule à moi-même et aux autres. Et c'est important d'être vigilant à tous les mots que vous formulez, que vous prononcez, être conscient, être attentif. Et je vois moi-même encore quelquefois quand je fais une erreur, quand je me trompe, je dis « Ah, mais qu'est-ce que je suis nulle !» Eh bien non, dès l'instant où vous dites des choses comme ça, vous impactez votre beau potentiel qui vous êtes, votre « je suis ». L'intégrité, c'est
exécuter, vivre pleinement les mots et les paroles que nous délivrons à nous-mêmes et aux autres. C'est honorer le mot créateur que je m'adresse à moi-même. Et quand je dis qu'est-ce que je suis nul, c'est vraiment pas un mot créateur, c'est un mot destructeur que je m'adresse à moi-même. C'est honorer les paroles que je donne aux autres, c'est-à-dire respecter mes engagements. Et ce ne sont pas seulement les engagements que nous prenons à l'égard de la vie, ça peut être aussi simple que dire demain matin, je vais me lever, je vais commencer, je vais faire de la respiration, je vais faire du yoga, je vais faire de la méditation. On peut prendre de belles résolutions à la rentrée, en début d'année, et puis finalement, on les tient 2 jours, et puis après, c'est terminé bien là. On n'est pas intègre vis-à-vis des engagements que nous avons pris pour nous-mêmes. Donc, être intègre, c'est respecter ses engagements et c'est honorer les mots que je m'adresse à moi-même et que j'adresse aux autres. Tous les mots qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas justes, forment un creux, forment une fissure dans le corps énergétique, en vous ou chez l'autre. Quand vous prononcez des mots négatifs vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même, vous créez une blessure dans votre corps énergétique et cette blessure, tout doucement, va détruire la confiance que les autres ont en vous et la confiance que vous avez en vous-même. Donc, c'est important d'être conscient de ce pouvoir des mots et des engagements que je prends. L'intégrité apporte donc de la force à mes mots, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'intégrité apporte de la confiance en soi et de la confiance des autres envers moi-même dès l'instant où je les respecte avec les mots que j'utilise et où je respecte les engagements que j'ai pris avec eux ou pour eux. Troisième tattva qui permet cette confiance en soi et en l'autre, c'est la responsabilité. Je suis 100% responsable. Je suis la source de toute chose dans ma vie et par conséquent responsable de toutes les manifestations qui se produisent en moi et dans mon environnement immédiat. Je suis responsable de la façon dont je suis impactée par les événements et la responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. Je suis responsable de la façon dont je suis impactée par les événements. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le choix, quand je vis quelque chose de difficile, de me laisser impacter, déprimer, de me laisser devenir triste, en colère, dépressif. J'ai le choix. Ou de dire à travers les épreuves, je grandis, j'apprends des leçons et essayer de faire un dépassement, d'avancer, de tirer les leçons et de faire évoluer les choses de façon positive. J'ai le choix d'être en colère et de le rester. J'ai le choix d'être triste et de le rester. J'ai le choix d'être joyeux et de tourner le dos à tous ces événements négatifs et de me mettre en route avec énergie, avec confiance pour faire évoluer les choses. Donc la responsabilité, c'est un pouvoir, c'est mon pouvoir. Je suis responsable de toutes mes pensées, de toutes mes décisions, de mes choix, de mes actions, de mes créations. Je suis responsable d'abord pour moi-même, ensuite pour les autres. Toutes les décisions que je prends, les constructions, les créations, les actions que je fais, elles doivent avoir un effet positif pour les autres, pour la planète, pour l'environnement, pour les générations futures. Et je suis responsable de leurs effets, de toutes ces décisions, ces créations, ces choix, etc. De leurs effets à court terme, à moyen et à long terme. Ça, c'est un très haut degré de responsabilité. On dit également que les maîtres sont responsables du cosmos, de ce qui se passe dans le cosmos. Et donc, être responsable vous conduit dans une position de force créatrice.
Si mes responsabilités augmentent, mes qualités de leader augmentent également. La décision d'être responsable pour le cosmos tout entier, c'est l'état d'illumination. C'est ce que sont les maîtres, les grands maîtres indiens ou qui sont en Inde, mais qui sont aussi, je connais par exemple Mère Mera et Swami Vishwananda en Allemagne, eh bien, ils sont responsables pour le cosmos entier. Nous sommes responsables déjà pour nous-mêmes. Et si nous pouvons être responsables de nos pensées, de nos choix, de nos actions, nos décisions, nos créations, pour nous-mêmes, les autres, la planète, l'environnement, les générations futures et leurs effets, ça sera déjà pas mal. Donc, je suis responsable. Lorsque j'assume mes responsabilités, je suis un être de confiance. Je peux recevoir la confiance d'autrui. Je fais confiance. Et quand je suis responsable, moi aussi, j'ai confiance. Le dernier tattva, les Indiens l'appellent enriching. Et ça veut dire enrichir. On n'est pas dans le sens où faire de l'argent, faire du business. C'est enrichir dans tous les sens du terme pour amener l'abondance, bien sûr, mais c'est aussi pour partager. Permettre à l'autre de s'enrichir, de grandir et d'évoluer en même temps que nous. Partager son expérience, c'est permettre à l'autre de réussir, de vivre l'abondance, me permettre de vivre également l'abondance. Et puis être témoin, ça veut dire être exemplaire, donner envie. C'est à la différence du donneur de leçons qui dit moi je sais, j'ai tout compris, je vais vous expliquer, et qui lorsqu'on regarde sa vie n'est pas en cohérence. Être témoin, c'est quand on le regarde, on dit c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Il ne donne pas de leçons, il est juste exemplaire. Donc, enriching, c'est le dernier tattva qui permet d'amener cette confiance. Si vous partagez votre expérience, si vous êtes témoin, il n'y a même pas besoin de faire de grands discours courts, il y a juste à être, à rayonner, à aimer, à être présent et dans l'écoute. Eh bien, vous impactez le monde par cette belle énergie. Et là, la confiance revient et les autres peuvent vous faire confiance. Ils le sentent, ils le voient, tout est en cohérence. Alors après, c'est la dernière étape, c'est la confiance dans la vie. On a vu les 4 tattvas, authenticité, intégrité, responsabilité, enriching. Maintenant, on voit la confiance dans la vie, soit Anyakara. Cette confiance dans la vie, c'est le lâcher-prise. C'est s'abandonner dans les bras de la vie et lui dire « Conduis-moi, montre-moi le chemin, emmène-moi. » Montre-moi, moi je ne sais pas, toi tu sais. Et être vigilant, observer les synchronicités, les petits messages, les petites choses. La vie met tout sur notre chemin dès l'instant où on est authentique, dès l'instant où on est intègre, dès l'instant où chaque jour on donne le meilleur de nous-mêmes. Elle nous accompagne et elle veut le meilleur pour nous. Et ainsi on va expérimenter le pouvoir de l'intention. Vous posez une intention et l'univers se charge du reste. Demandez et vous recevez. Retenez toujours que la vie veut le meilleur pour vous, que la vie vous accompagne, mais que votre seule obligation, c'est d'être authentique, intègre, responsable et de partager. Donnez à chaque instant le meilleur de vous-même et ça devient magique. Alors, pourquoi nous n'avons pas confiance en nous? Pourquoi nous n'avons pas confiance en la vie? Pourquoi nous n'avons pas confiance dans l'autre? Parce que nous avons vécu des expériences de la vie, de notre conception à aujourd'hui, qui n'ont pas toujours été positives. Parce qu'on a vécu des blessures de jugement, de rejet, d'abandon, voire Lise Bourbeau, d'humiliation, de trahison. Parce que nous avons été carencés d'amour, de reconnaissance, de valorisation. On n'a pas été accompagnés dans la tendresse, dans la reconnaissance, dans la valorisation. Et puis, il y a tous les conditionnements familiaux, culturels, sociaux, tout ce qui vient du collectif. Tout ça contribue à la construction de notre personnalité et à l'image que nous avons de nous-mêmes.
Cette personnalité qu'on peut appeler également notre ego, c'est-à-dire moi conscience qui manifeste à travers mon corps, eh bien cette construction de la personnalité, elle va nous donner cette image que nous avons de nous-mêmes et qui fait que nous ne sommes pas authentiques et que nous avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Et donc tout doucement dans le temps, nous avons perdu la conscience de qui nous sommes et la confiance en nous et la confiance en autrui. Alors, pour revenir à tout ça, eh ben, on va détailler. Qui suis-je? Ben, je suis. Je suis et créateur de ma réalité. On l'a vu. Je suis et 100% responsable de tout ce que je vis. Alors, qui est ce je qui crée ma réalité? Eh ben, il y a deux possibilités. Soit c'est mon individualité, c'est-à-dire ma couche de personnalité extérieure, c'est-à-dire qui je crois être, mon ego. Mais c'est aussi mon corps de souffrance, c'est-à-dire cette partie de moi qui porte en elle les mémoires des douleurs, des difficultés, de ce que j'ai vécu qui n'était pas toujours positif, avec des peurs, avec des doutes, avec des limitations, donc avec ce manque de confiance. Cette humanité, c'est mon individualité, mon ego, il se juge régulièrement. Je suis pas assez, je suis trop, je suis pas légitime, il a peur, il doute. Il se condamne, quelquefois même il met en place des stratégies inconscientes pour expier parce qu'il se croit coupable, il se compare, il se sabote. Et ce petit jeu, cette individualité, elle a un allié terrible, c'est le mental qui pense tout le temps, qui prend le pouvoir et il fait une association de malfaiteurs. C'est lui qui juge, c'est lui qui compare, c'est lui qui rationalise, c'est lui qui justifie, c'est lui qui dit quand quelque chose n'est pas juste ou ne va pas bien, dit ce n'est pas ma faute. Donc ça, c'est la première part de nous-mêmes qui peut prendre le pouvoir dans nos vies et qui peut être responsable à 100%. Et puis, il y a l'autre partie de nous-mêmes que nous avons oubliée pour la plupart, qui est notre je suis, notre essence divine, notre perfection, le potentiel qui tend vers l'infini, les corps de lumière en énergétique. Voilà, ce je suis qui est créateur, qui a tout pouvoir. Poser l'intention, l'univers se charge du reste. C'est je suis qui le crée. Alors, qui suis-je? Cette divinité, qui c'est? Eh bien, c'est une partie du grand tout. Elle est innée, elle est immuable. Sa nature, c'est l'amour, la lumière, la perfection. Elle a toutes les qualités. Elle est à l'image du divin. C'est un potentiel qui tend vers l'infini. C'est ma vraie nature. C'est qui je suis vraiment. Et j'ai des talents exceptionnels qui me sont propres et que je suis venue manifester sur la terre pour remplir ma mission d'incarnation, ma mission d'âme. Voilà qui je suis vraiment, cette divinité, ce je suis. Les deux mots les plus puissants au monde, chaque fois que vous ajoutez quelque chose après ces mots, vous façonnez votre réalité. Alors soyez intègre, honorez les mots que vous vous donnez à vous-même, choisissez des mots justes, puissants, vrais, et pas des mots négatifs pour restaurer la confiance en vous. Et puis mon humanité, qui je crois être, qu'est-ce que c'est que cette humanité? C'est ma couche, c'est-à-dire cette partie de moi qui s'est individualisée et qui s'est construite même avant notre incarnation. Lorsque je commence à descendre, que j'ai choisi mon incarnation, ma mission, mes parents, que j'ai choisi mon histoire pour venir expérimenter, pour faire l'expérience de ma vraie nature sur la Terre, eh bien, en venant m'incarner, je me suis enveloppée avec des tas de couches. Et donc, cette couche d'individualité, de personnalité extérieure, je l'ai représentée ici avec toutes les couches différentes, violettes, grises, roses et rouges, qui représentent la couche qui nous vient du karma, pour ceux qui veulent bien y croire, nos vies antérieures qui n'ont pas été créatives, positives, qui ont été des vies où je n'ai pas créé de la valeur, où j'ai peut-être fait des choses répréhensibles et pas justes, qui ne s'inscrivent pas
dans les lois universelles de la vie, eh bien, je porte une dette karmique que j'ai représentée ici avec une couche violette, et dedans, il y a les mémoires dans cette vie-ci que je vais devoir réparer. Quand j'arrive dans cette vie-ci, celle où je suis aujourd'hui, j'ai en mémoire toutes les mémoires karmiques que je vais devoir faire évoluer. La deuxième couche qui vient habiller mon individualité, c'est la couche de l'histoire collective. Et donc, dans le collectif, il y a des tas d'éléments qui peuvent m'empêcher d'avoir confiance en moi. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette couche collective? On va trouver tout ce qui touche à la culture, aux us, aux coutumes, en fonction des milieux sociaux, en fonction de l'éducation, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Certains milieux sont très à cheval sur les us et coutumes, sur le bon goût, sur la politesse, sur l'éducation, sur plein de données qui vont nous impacter et qui vont très vite nous faire croire qu'on n'est pas conforme, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ou moins, ou qu'on est le moins. Donc ça, cette couche-là, avec ce qu'on appelle les égrégores de pensée, c'est-à-dire toutes les formes pensées de l'humanité, eh bien cette couche-là nous impacte profondément. Il y a une deuxième couche, la troisième couche, je veux dire la rose, là, qui est la couche de l'histoire familiale, c'est-à-dire des fidélités avec lesquelles nous venons nous incarner. Nous avons choisi une famille, une lignée, avec une histoire, avec une généalogie, et nous sommes en lien de fidélité avec nos ancêtres par notre prénom, par notre jour et notre mois de naissance, par notre rang de fratrie. Eh bien, nous recevons ces fidélités et nous risquons de reproduire l'histoire avec ses souffrances, avec ses difficultés, reproduire les personnalités avec leur manque de confiance, avec leur peur, avec leurs doutes. C'est l'histoire familiale qui vient s'envelopper là, se créer autour de nous et déjà créer des conditionnements, des scénarios de vie, des injonctions qui vont agir dans notre vie. Et puis la dernière couche que j'ai représentée comme un oursin, c'est l'histoire personnelle. Il y a dedans toutes les blessures, les souvenirs de ce que nous avons vécu, de douloureux, de difficile, les carences d'amour, tous les souvenirs positifs d'amour, de valorisation, d'accompagnement restent dans le je suis. Toutes les blessures, les traumatismes qui sont là dans cette couche rouge, ce sont les jugements, les critiques, les évaluations négatives, le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation, vous les connaissez. Tous les tu es trop, tu es moins, t'es pas gentil, t'es pas sage, t'es nul, etc. Le problème de tout ça, c'est que nous allons très vite dans notre individualité mettre notre repère à l'extérieur. Ces couches ont masqué qui nous sommes vraiment, notre je suis. On fait que nous l'avons oublié et nous allons chercher au dehors qui nous sommes dans le regard de l'autre. Ce sont nos parents, nos éducateurs qui très vite nous ont dit tu es comme ci, tu es comme ça, t'es pas assez, t'es trop, t'es moins, t'es plus. Ce sont eux qui nous ont définis et tout petit nous avons été entraînés à entendre tu es, tu n'es pas, tu es pas assez. Et résultat, nous leur donnons le pouvoir de nous définir. Nous ne mettons plus notre repère à l'intérieur pour retrouver notre je suis, nous le mettons à l'extérieur. Nous cherchons au dehors qui nous sommes et nous cherchons la validation dans le regard de l'autre, l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes. Qui je crois être, cette humanité m'impacte, comment elle s'est construite, cette couche-là, cette couche en oursin, pleine de piquants. Elle s'est construite avec toutes les blessures de la vie, sur mon beau potentiel, ces blessures qui viennent m'impacter, qui viennent me blesser. Et si ça se répète, je vais oublier tout ce beau potentiel. À mesure que je vis des jugements, des humiliations, des rejets, des abandons, eh bien, ça impacte et j'oublie une couche, puis j'oublie une deuxième, puis j'oublie un troisième. Et tout doucement, j'oublie qui je suis. Et je vais construire tout autour de moi cette image de moi avec la mémoire dedans de ces blessures. Au final, à la fin de l'adolescence, quand on me demande qui je suis, j'ai une image toute rabougrie, toute abîmée, comme je l'ai dessiné ici, comme un petit oursin tout rouge.
j'ai perdu la confiance en moi parce que l'image que j'ai de moi, avec tout ce que j'ai vécu, s'est abîmée, s'est rétrécie. Je n'ai plus confiance en moi. Pourtant, au fond de moi, j'ai toujours mon je suis, j'ai toujours mes talents, j'ai toujours ma beauté, mon intelligence, et puis j'ai ma couche, toujours tout autour. Alors, qui je crois être? Eh bien, toutes ces blessures, toutes ces souffrances, je vais les refouler dans les profondeurs de mon inconscient. Le problème, c'est que toutes les qualités, tous les talents qui sont là dans le je suis, touchés par les blessures, je vais les oublier, je les refoule également dans les profondeurs de l'inconscient. Et donc, dans les profondeurs de ma personnalité, on sait que les psychanalystes disent qu'on a 9 dixièmes d'inconscient et 1 dixième de conscient. Eh bien, quand je refoule toutes ces blessures au fond, je refoule avec tous les talents et les qualités qui sont en lien et je les oublie. J'ai au fond de moi de l'or, un trésor que j'ai complètement oublié. Et ma mission sera de le réactualiser pour le manifester. Alors, je m'identifie à ma couche de souffrance, ma couche de personnalité extérieure. J'oublie qui je suis vraiment. Je mets mon repère à l'extérieur pour chercher qui je suis dans le regard de l'autre. Je ne crois plus en mon potentiel. Et je n'ai plus confiance. J'ai perdu la confiance en moi, dans l'autre, dans la vie. J'ai perdu la conscience de ma valeur. Et résultat, la conséquence, c'est la peur, le doute, le jugement, la comparaison, les croyances, les limitations. Et en réponse à tout ça, je vais construire des stratégies inconscientes pour m'adapter à ce que je vis, si c'est difficile, douloureux, pour compenser les carences, les manques de valorisation, de reconnaissance, d'accompagnement, de présence, d'écoute, ou pour survivre quand le milieu est très hostile, pour souffrir le moins possible. Et puis, je vais mettre en place des stratégies avec des bénéfices secondaires pour essayer de trouver des succès d'années de reconnaissance et d'amour. Et ces stratégies ont toujours un arrière-goût négatif. Elles sont peut-être un petit peu bonnes pour moi dans l'instant, mais sur le long terme, elles sont négatives. Voilà ce qui va se passer quand je vais construire mon individualité. Et au final, j'ai au fond de moi ce potentiel magnifique dont j'ai oublié presque la totalité avec toutes les blessures que j'ai vécues. J'ai pourtant au fond encore tous mes talents, toutes mes qualités. On l'appelle je suis, qui je suis vraiment. Et j'ai construit autour de moi cette couche de personnalité extérieure avec ce potentiel de vie contrarié, ces douleurs, ces stratégies inconscientes, ces bénéfices secondaires, ces injonctions, ces scénarios, tout est là. Alors au final, nous avons 2 postures dans la vie. Soit je suis centrée, soit je suis décentrée. Quand je suis centrée, je m'identifie à mon je suis, à ma divinité. Quand je suis centrée, j'ai confiance en moi. J'ai conscience de ma valeur, de mes talents. Je m'identifie à mon plus haut niveau de potentiel. Je suis créateur de valeur. Et ce centrage nous expanse et amène de la joie et du plaisir dans la vie. Si je m'identifie à mes couches, et je m'en tiens une couche, et je m'identifie à mon humanité, mon individualité, ou ma couche de personnalité extérieure, je suis décentrée, je suis là dans cette zone de couche du violet jusqu'au rouge, et dans ce cas, je ne suis pas créateur de valeur. Et quand je suis décentrée, mon énergie de vie se condense, et je vais avoir tendance à me juger, me critiquer, et penser que je ne suis pas assez, que je suis plus, je suis moins, je suis le plus, le moins, je suis différent. Et résultat, je perds la confiance. Alors comment est-ce que je vais retrouver cette confiance? Comment je vais la retrouver? Eh bien, il faut commencer par se réveiller. Parce que pendant des années, on vit absolument pas conscient de nos pensées, de ce que nous créons, de ce que nous faisons. On vit un peu en dehors de tout discernement. Et d'un seul coup, il faut s'arrêter et prendre ce temps du discernement. Où j'en suis? Qui suis-je? Comment est-ce que je me sens dans ma vie? Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que ma vie a du sens? Est-ce que je suis heureux?
qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Prendre le temps du discernement. Et pour prendre le temps du discernement, il faut mettre son repère à l'intérieur de soi. Accepter de tourner son regard vers l'intérieur. Ouvrir sa conscience et devenir observateur. Observer. S'observer soi en train de vivre, en train d'agir, en train de penser, en train de parler. C'est une position haute qui permet d'avoir une vision globale. Ça veut dire se réveiller, entrer sur le chemin de l'évolution et de l'éveil. Dès l'instant où je me réveille, où je m'ouvre à ce discernement, où je deviens observateur, j'entre sur ce chemin de l'évolution et qui conduit à l'éveil. Et si vous tardez, eh bien la vie va se charger de vous interpeller. Ça pourrait être avec plein de petits événements, et puis plus tard avec des événements plus importants, des événements plus forts, un accident, une catastrophe, une maladie, du chômage, une épreuve, une difficulté, un deuil. La vie vient frapper à vos volets, à nos volets, alors que nous dormons. Et donc, dès l'instant où je me réveille, où j'ouvre mes volets, eh bien, je m'engage. Je m'engage sur ce chemin, et quand je m'engage sur ce chemin, je dis oui à la vie. Ma seule liberté, c'est de dire oui ou de dire non à la vie. Ma seule liberté, c'est ça. Et si je m'engage, cet engagement, il devient magique. Et c'est Goethe qui le décrit magnifiquement. Il part de cette magie qui doucement arrive dans la vie, s'installe, se manifeste, et que des choses extraordinaires vont se passer, des rencontres, des réussites, des présences, des accompagnements, des choses que vous n'auriez jamais espérées qui vont venir sur votre chemin et se révéler et faire en sorte que la route va devenir plus facile. Alors engagez-vous. Si je dis oui à la vie, si je m'engage, je reconnecte mon âme et elle agit. L'âme agit. C'est la magie de la vie qui opère. Tout devient plus léger, plus facile, et c'est sur ce chemin entre le bonheur et la joie. Alors, je commence par m'identifier à qui je suis. Et donc, je désire m'identifier à qui je suis et je le mérite de m'identifier à ce je suis. Je veux, je peux, je choisis de m'identifier à ce je suis. Alors, je suis, c'est tout. Il y a juste à penser, je suis. Et dès l'instant où je m'identifie, je crée ma réalité. J'aime, je rayonne et je transmets et je rayonne cet état d'être. Alors, quelques petites astuces pour commencer à s'entraîner à la confiance en soi. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous lamenter sur vos échecs, sur vos difficultés. Ce sont des épreuves qui vous permettent de grandir, d'en tirer des leçons. Soyez gentil et bienveillant envers vous-même. Devenez observateur de ce qui se passe, de ce que vous dites, de ce que vous faites à vous-même. Arrêtez de vous critiquer. Pardonnez-vous à vous-même. C'est pas toujours facile. Je me pardonne, je mérite mieux, je recommence autrement. Fixez-vous des objectifs réalistes et atteignables et raisonnables. Bien souvent, on se donne des objectifs impossibles et après on se dit, bah oui, je l'avais bien dit, je suis nulle. Apprenez à sortir de votre zone de confort, faites de petits dépassements, de plus en plus souvent. Ainsi, votre zone de confort va s'élargir et ce qui était inconfortable auparavant va devenir confortable. Il suffit de faire une fois et la fois suivante, c'est plus facile. Et puis, entourez-vous de personnes positives qui vous encouragent. Évitez les personnes qui vous vampirisent, qui vous critiquent, qui vous jugent, qui sont négatives autour de vous.
Et puis, moi, j'ai bien aimé sur mon chemin faire des listes de mes réussites et de mes succès. J'avais des cahiers de réussite, des cahiers de gratitude, et vous écrivez vos réussites sur vos cahiers, vous les illustrez, vous faites des dessins, des collages. N'ayez pas peur de lister vos qualités, vos talents, vos axes forts pour les reconnaître. Et puis, quand les choses se passent bien, les choses vont bien, que vous voyez de jolies choses, que vous vous émerveillez, soyez remplis de gratitude pour la vie qui vous donne le meilleur et qui veut le meilleur pour vous. Et puis demandez, moi je le fais chaque jour, demandez à votre je suis de se manifester à travers vous. Que ce soit lui qui pense, que ce soit lui qui s'exprime, que ce soit lui qui agisse, que ce soit lui qui pardonne quand c'est nécessaire. Demandez quand vous devez rencontrer une personne avec qui vous n'êtes pas très à l'aise, demandez à votre je suis, que ce soit toi qui parle à travers moi, que ce soit toi qui réfléchisse, qui me guide. Et prenez soin de vous, faites-vous du bien, vous devez être la personne la plus importante pour vous. Apprenez à lâcher prise. Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise? C'est faire confiance à la vie, accepter ce que nous avons à vivre sans se rendre malade, sans se mettre la rate au courbouillon, comme on disait autrefois. Lâcher prise, c'est donner le meilleur de soi-même et faire confiance. Et entraînez-vous au centrage plusieurs fois par jour, vérifiez que vous êtes centré et réparez toutes les mémoires qui sont à l'origine de votre perte de confiance parce qu'elles agissent toujours dans vos vies. Donc, on va voir tout ça. Alors, il y a plein de petites choses. Quand j'ai fait des recherches, vous voyez, on peut faire des petits mots pour soi, pour soi-même, pour construire la confiance en soi. On peut faire des collages, des dessins, des choses qui vont vous entraîner. On peut aussi se faire une fleur de confiance avec tous les petits dépassements qu'on peut essayer de faire et puis vérifier si on les a fait pour trouver. Et ça vous permet de trouver les ressources que vous avez au fond de vous. Voilà. Autre petite astuce, soyez honnête. L'honnêteté, c'est la base de la confiance. Soyez dans le cœur, dans l'empathie. Quand vous êtes dans le cœur et dans l'empathie avec l'autre, ça lui ouvre le cœur également. Et c'est l'amour qui passe entre vous, la reconnaissance, la valorisation. Soyez cohérent. La cohérence est importante. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire le contraire. Si vous dites une chose et que vous faites autre chose, ben vous perdez la confiance des autres. Et puis respectez les limites de l'autre et soyez conscient de ces limites. Si vous les respectez, vous êtes attentif et digne de confiance vis-à-vis de lui. Et puis écoutez-les attentivement, les autres. Intéressez-vous à eux, à ce qu'ils disent et soyez prêts à prendre en considération leurs opinions et leurs ressentis. Ils ont le droit d'être différents des vôtres. Voilà quelques petites choses que vous retrouverez. Et donc, quelles sont encore les petites astuces pour s'entraîner à la confiance en l'autre? Eh bien, ça dépend de votre capacité à être honnête, empathique, cohérent, respectueux, attentif. Et ainsi, vous allez pouvoir construire des relations fortes et durables. Eh bien, tout ça, ce n'est que de l'amour, en fait. Je vois dans l'autre ce qu'il a de meilleur. Je communique avec l'autre en voyant sa lumière. Je vois son je suis au fond de lui et je n'occulte pas sa couche extérieure, son individualité, sa personnalité qui n'est pas parfaite, mais je m'adresse à sa lumière. Je le valorise, pas de flatterie, pas de flagornerie. Je le reconnais dans ce qu'il a de beau, de meilleur, dans ses talents, dans ses qualités. Et puis, c'est pas le monde des bisounours parce que c'est important aussi de respecter ce qu'on appelle la loi. C'est pas la loi juridique, la loi du droit, c'est la loi qui respecte les lois universelles de la vie. C'est pouvoir poser le cadre, poser les limites, toujours en respectant les lois universelles de la vie. Aimer l'autre, le valoriser, l'accompagner, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de tout faire et n'importe quoi. Il faut être capable de lui poser ses limites, de poser le cadre afin qu'il respecte ces lois universelles de la vie. Alors, quelle est la définition du lâcher-prise? Quelle que soit la situation que j'ai à vivre, j'accepte de la vivre. Et si elle est difficile, si c'est une épreuve, je vais respirer.
respirer à travers cette situation. Je prends le temps de me poser, de respirer, de me centrer. Je fais confiance à la vie et je donne le meilleur de moi-même. C'est la définition du lâcher-prise. Se centrer. Qu'est-ce que ça veut dire se centrer? Pour retrouver la confiance, il faut revenir dans son je suis. Quitter sa couche extérieure, revenir dans son je suis. Repérer que je suis décentrée, c'est la chose la plus difficile. Parce que quand je suis décentrée, je suis dans mon mental, ça mouline, ça tourne, ça pense tout le temps, ça fait un écran. Alors, dès l'instant où je vois, j'arrive à voir, et c'est très difficile au début, que je me décentre, tout de suite poser l'intention, je me centre. Dire à l'intérieur de soi, je me centre. Rectifier sa posture, se redresser, décroiser les jambes, les bras, pour retrouver sa rectitude. Je prends mon axe, j'ancre mes pieds dans la terre, je branche ma tête au ciel et je porte ma conscience dans mon cœur et je respire lentement et calmement. Eh bien, quand je fais ça, la cohérence cardiaque revient au moins d'1 minute. Et dès l'instant où je fais ça, je suis centrée. Et quand je suis centrée, c'est je suis qui se manifeste. C'est la meilleure partie de moi qui agit, qui pense, qui parle, qui crée, et je suis créateur de valeur. On peut résumer se centrer avec ces 4 petites phrases: pieds dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur, respirer lentement et calmement. L'indicateur physiologique du centrage, c'est la cohérence cardiaque. En haut, vous avez le schéma des variations de fréquence cardiaque très irrégulières. Quand je suis décentrée, les variations sont comme ceci. Quand je suis centrée, mon cœur fonctionne en cohérence et les variations de la fréquence cardiaque sur plusieurs minutes sont très régulières et dessinent une sinusoïde. On appelle cet état-là la cohérence cardiaque. Si on fait un enregistrement d'encéphalogramme en même temps, on verra que quand je suis décentrée, le décentrage est souvent en situation de stress, eh bien mon cerveau fonctionne avec des ondes bêta qui ressemblent un peu à ces ondes-là du chaos cardiaque. Et quand je me centre, mon cerveau va passer en alpha, ce sont de belles sinusoïdes, un rythme alpha sur l'électroencéphalogramme qui ressemble à celui de la cohérence cardiaque. Alors, pour retrouver la confiance en moi, eh bien, le plus simple, c'est de guérir les mémoires qui font que je l'ai perdue. Et donc, retrouver cette confiance va me permettre de manifester qui je suis vraiment et de manifester mes talents, de concrétiser ma mission d'incarnation et de m'épanouir pleinement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mon histoire, mes blessures, les mémoires de mon histoire me maintiennent dans l'illusion, me maintiennent dans ce monde de la vie est difficile. Toutes ces blessures font un écran avec mes pensées, je rumine tout le temps, j'ai peur, je doute. Mon mental, il fait aussi un écran terrible. Et donc, avec le mental, je me projette dans le futur, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas savoir, je ne vais pas pouvoir, je ne vais pas être capable. Ou alors, il me projette dans le passé en ruminant toutes les situations où je me suis sentie victime, jugée, condamnée, agressée et où je vais pas être, où je suis pas épanouie et pas heureux. Et donc, cette histoire de ma vie, de mon enfant jusqu'à aujourd'hui, elle fait que j'ai perdu la conscience de qui j'étais. J'ai perdu la conscience de ma mission et du sens de ma vie. Et donc, si je veux reconnecter tout ça, il va falloir que j'aille réparer toutes ces mémoires en expansion de conscience. Sur toute l'expérience que j'ai depuis 40 ans, ce sont les outils les plus puissants qui donnent des résultats les plus rapides. Et je vois avec tous les stagiaires avec qui je travaille, en très peu de temps, comment ils s'épanouissent et se transforment, comment ils reconnectent leur vraie nature et comment ils s'en vont vraiment vers leur mission de vie, leur projet de vie et leur plein épanouissement. Donc, réparer ces mémoires va me permettre, tout cela, m'épanouir, aller vers ma mission et retrouver la confiance. Pourquoi c'est important de les réparer, ces mémoires? Ces mémoires de mon histoire, elles sont stockées dans mon cerveau limbique.
elles sont stockées aussi dans mon corps énergétique, on le verra plus loin. Et chaque fois que je vis une situation présente, les informations de la situation sont filtrées par les centres de la mémoire dans le cerveau limbique, qui est au centre du cerveau. Et ces informations sont filtrées pour aller voir à quoi ça ressemble. Et si ça ressemble à des choses positives dans mon passé, mais il n'y a pas de souci, je reste centrée, je reste avec des capacités de vision globale. Mon cerveau limbique dit j'aime, c'est le cerveau des émotions, le cerveau limbique, c'est le cerveau qui va permettre de commander l'action. Mon cœur va être en onde, en cohérence cardiaque, mon cerveau va être en onde alpha, et je suis créateur de valeur. Eh bien, je suis centrée parce que mes 3 cerveaux vont coopérer et vont me permettre d'être dans cet état qui permet l'action et la création de valeur et le plaisir et la joie d'être dans l'action. Si la situation présente, je vois qu'il y a des questions, je reprendrai toutes les questions à la fin de la conférence et j'y répondrai. Quand la mémoire vient réveiller une mémoire négative, ça fait un clignotant rouge et ça dit « Oh là là, ça ressemble à ça, dans le passé, j'ai été victime, j'ai été malheureuse, j'ai été jugée, maltraitée. » Ça dit « Attention, danger ». Et à ce moment-là, c'est le signal stress qui monte et c'est le cerveau qui va se mettre en route avec le thalamus et l'hypothalamus, connecter l'hypophyse, libérer l'adrénaline pour répondre à cette situation. Et c'est mon cerveau reptilien réflexe qui va prendre les commandes. Il y a une compétition entre mes 3 cerveaux. Le cerveau cognitif, qui est celui de la raison et de la vision globale, n'est plus connecté. Et c'est mon cerveau reptilien, cerveau qui est réflexe, correspond aux instincts, on l'appelle reptilien parce qu'il ressemble au crocodile. Eh bien, ce cerveau va se mettre en route en fonction et va prendre le pouvoir et je vais me conduire comme un crocodile et je suis décentrée. Mon cerveau limbique a dit « je n'aime pas », je suis en réaction et mon cerveau est en onde bêta, mon cœur est en incohérence et je ne suis pas créateur de valeur. Alors, si je reviens aux mémoires, les mémoires de mon histoire qui sont à l'origine du manque de confiance, elles sont stockées dans les centres de la mémoire présente, mémoire ancienne, dans mon cerveau limbique. Elles sont également stockées dans mon corps énergétique, dans mes muscles et dans mon inconscient. Alors, on va le voir. Pour comprendre, il faut admettre que je ne suis pas qu'un corps physique. Je vous ai représenté le corps énergétique, le corps physique en blanc, le corps éthérique en rouge, l'émotionnel en orange, le corps mental ou causal en bleu, le corps bouddhique en violet et le corps atmique en violet plus foncé. Voilà, non, bleu ici. Et donc, ces différents corps ont des pompes, tout comme mon corps physique a une pompe, le cœur, et bien dans mon corps énergétique, j'ai des pompes. Je vous fais un petit rappel rapide, avec un gros canal qu'on appelle Shushumna, qui correspond à l'artère aorte dans mon corps physique, qui va se diviser et donner les branches pour les bras, les jambes, la tête, et puis 2 canaux latéraux, Ida et Pingala, qui pourraient correspondre à des grosses artères dans mon corps physique. J'ai ces 3 gros canaux et j'ai aussi les pompes qu'on voit ici représentées sur un dessin que j'ai ramené d'Inde. Et puis, on les voit représentées sur ce schéma et vous voyez que tous ces chakras avec Shushumna, Ida et Pingala ressemblent bien fort au caducée des médecins et les médecins ont bien oublié à quoi correspondait ce caducée. Avec les serpents, les chakras sont gommés, on ne les voit plus. En fait, déjà depuis l'existence de ce caducée, c'est la médecine holistique, c'est plus une médecine symptomatique. Dans mon corps énergétique, j'ai des méridiens qui servent, qu'on utilise pour l'acupuncture, et j'ai des nadis, ce sont des canaux énergétiques par milliers. Et donc, voilà mon corps énergétique pour que vous compreniez. Eh bien, toutes les mémoires de mon histoire sont stockées dans mon corps énergétique. Les mémoires de l'histoire personnelle sont stockées dans le corps émotionnel ou le corps astral. Les mémoires de l'histoire familiale sont stockées en lisière du corps
astral du corps émotionnel et les mémoires collectives sont stockées dans le corps mental. Toutes ces mémoires forment des condensations. C'est comme si elles avaient bouché un canal. Si le canal est bouché, tous les talents et les qualités de mon je suis que j'ai oubliés sont bloqués. L'énergie de vie qui est derrière est bloquée. Vous le voyez là sur le petit schéma, le soleil représente vos talents, le signal vert représente l'énergie bloquée et le rouge représente la mémoire. Et donc, à mesure que ces mémoires bloquent l'énergie, j'oublie mes capacités, mes qualités, je perds la confiance et tous mes talents et mes qualités sont coincés dans les condensations. Je construis des stratégies inconscientes pour supporter, m'adapter, survivre. Je me perds, je mets mon âme en prison, je donne le pouvoir à mon mental et j'oublie qui je suis. L'image que j'ai de moi à l'arrivée est très abîmée. Les mémoires que nous venons de voir dans le corps émotionnel ont des prolongements dans mes muscles. Ça fait des condensations. Et lorsqu'on fait des massages, on peut réveiller ces condensations qui peuvent s'ouvrir et faire remonter des émotions très fortes et même vous faire pleurer pendant un massage. Eh bien, c'est une mémoire qui se réveille. Alors, pour nettoyer ces mémoires, les réparer, et on parlera à ce moment-là de réparer son enfant intérieur, eh bien, il y a un outil extraordinaire qu'on appelle les états d'expansion de conscience, dont je parle régulièrement dans mes conférences parce que ce sont les outils qui ont donné les meilleurs résultats sur toute mon expérience de 40 ans. Donc, je vais vous les expliquer, vous les définir. On les définit comme, par exemple, les trans et les chamans. Le chamanisme, c'est l'ethnologie qui va les définir comme cela. En psychologie, Freud parlait de sentiments océaniques ou d'états étranges de la conscience. Stanislas Grof parle de psychologie transpersonnelle, il parle d'états non ordinaires ou d'états modifiés ou d'états d'expansion de conscience. En neurophysiologie de façon scientifique, on parlera de fréquences et d'ondes cérébrales. Le cerveau est dans un état particulier. Les physiciens parleront de champs électromagnétiques et les mathématiciens verront que ça fonctionne comme des fractales à dimensions multiples. L'état de conscience ordinaire, vous le connaissez, c'est l'état dans lequel on est la plupart du temps. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'expansion de conscience? Ça se définit de façon soit quantitative, soit qualitative. De façon quantitative et scientifique, on va le définir par les ondes cérébrales. Donc, vous avez les ondes bêta, alpha, θ, delta et gamma. Les ondes bêta, je dois les avoir ici. Les ondes bêta, c'est autour de 14 cycles par seconde. Les alpha, c'est 8 à 14. Θ, c'est 5 à 8. Delta, c'est 0,5 à 5. Et il y a encore des ondes qu'on a découvertes il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a une bonne vingtaine d'années, les ondes gamma, qui sont des ondes très rapides et qu'on rencontre à 40 cycles par seconde. En état normal, le cerveau fonctionne en bêta, en état de conscience ordinaire. Si vous commencez à vous relaxer ou si vous vous couchez pour vous endormir, votre cerveau va passer en alpha. Vous voyez le tracé électroencéphalographique alpha, ce sont des ondes sinusoïdes très régulières. Si vous vous endormez en état de sommeil, vous allez avoir des ondes plus larges, plus amples, plus hautes. Vous êtes en état de sommeil. Et si vous passez en état de sommeil profond, votre cerveau ralentit, les ondes sont encore plus larges et encore plus hautes. Vous êtes en état de sommeil paradoxal. Si vous entrez en phase de rêve, votre cerveau passe en gamma, 40 cycles par seconde, des ondes très rapides. Et toutes les nuits, je passe de bêta en alpha, en θ, en delta, en gamma. Des ondes rapides, plus lentes, encore plus lentes, et des ondes très rapides. Eh bien, un état d'expansion de conscience, c'est un état qui permet à votre cerveau de passer de bêta en alpha, en θ, en delta, puis en gamma, mais sans dormir. Vous ne dormez pas.
Votre cerveau est éveillé. Votre corps est très relaxé et endormi, mais votre cerveau est éveillé. Comment fait-on pour aller dans ces états? Il y a plein de techniques que vous connaissez, que vous avez déjà pratiquées, les techniques de relaxation, les techniques d'imagerie guidée, comme le rêve éveillé, la visualisation, l'hypnose, la sophrologie, les techniques respiratoires, les pratiques corporelles, qui sont le yoga, le qigong, le tai chi. Quand vous avez terminé une séance et que vous êtes en relaxation, vous partez dans de très beaux états d'expansion de conscience. Quand vous faites de la danse ou de la course à pied, vous pouvez vivre ces mêmes états. Par exemple, dans la course à pied, quand vous passez dans le deuxième souffle, vous êtes en état d'expansion de conscience. Quand vous méditez, quand vous êtes en état de contemplation, de concentration ou dans le silence intérieur, vous partez en état d'expansion de conscience. Tous les sons, le chant, les cloches, le didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, la musique classique, le chant grégorien, la musique sacrée, toutes ces musiques classiques ou non, musique du monde par exemple, vous emmènent très facilement, sont des autoroutes pour aller en expansion. Le tambour également, la trance, le bruit de la mer, le chant des baleines, le bruit de la pluie, tout ça peut vous emmener en expansion. Et puis il y a les plantes sacrées, c'est la grande mode, il y a un S en trop. Le chamanisme par exemple, ce sont les traditions ancestrales. J'ai été formée par un chaman au Pérou pendant de nombreuses années et j'ai été initiée avec toutes ces plantes dans des lieux sacrés, dans des rituels sacrés. Donc attention, on ne fait pas n'importe quoi avec ça, c'est la grande mode. Tout le monde va au Pérou actuellement. Attention, cette plante est épuisable, elle risque de disparaître si on fait n'importe quoi avec la plante ayahuasca. Voilà, donc ces plantes sacrées permettent d'aller dans ces états, et comme certains psychotropes, comme le LSD ou d'autres médicaments ou d'autres choses comme ça. Moi, je dis attention avec tout ce qui est produits chimiques. Et les plantes sacrées, on les fait avec un vrai chaman dans un lieu sacré et pas n'importe où et pas avec n'importe qui, car elles amènent dans des états d'expansion très profonds et vous risquez de ne pas revenir si vous n'êtes pas bien accompagné, ce qui fera au final que vous rentrerez en France ou si vous le faites en France, parce qu'il y a des gens qui le font, vous direz: «Je suis pas revenu, je suis pas bien, je suis pas dans mon corps». Et là, allez trouver quelqu'un pour vous ramener, bonjour les dégâts. Donc on fait pas n'importe quoi avec ça et je dis, si vous voulez vivre ces expériences, il faut aller chez des gens sérieux et être bien accompagné. Alors il y a encore des techniques pour aller en expansion qui sont extrêmement faciles, positives et sans danger. Ce sont les outils mis au point par le professeur Monroe, qui est un physicien qui a travaillé sur des sons qui hémisynchronisent les hémisphères cérébraux et qui amènent le cerveau à passer de bêta, d'alpha en alpha, en θ, en delta, puis en gamma. Et il le fait de façon douce, progressive, avec de très beaux résultats. Ça, c'est bien et vous pouvez le faire en sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe en état d'expansion de conscience? Eh bien, ma conscience va s'expanser dans mes différents corps. En état de conscience ordinaire, ma conscience n'occupe que mon corps physique et j'ai l'impression d'être condensée, serrée. C'est comme si on me faisait rentrer dans un vêtement trop étroit. Quand ma conscience s'expanse, elle traverse le corps physique pour s'expanser dans le corps éthérique. Puis elle s'expanse dans mon corps émotionnel, puis elle s'expanse dans mon corps mental inférieur, mental supérieur, puis elle s'expanse dans le corps bouddhique, dans le corps atmique, et ensuite dans tous les corps de lumière. On a encore à peu près 75 corps de lumière à partir du corps bouddhique. Donc ma conscience occupe tout cet espace, tous ces corps, au-delà de mon corps physique, et j'ai la conscience que je suis bien plus que mon corps physique. Quand la conscience s'expanse dans ces différents corps, eh bien, je vais rencontrer, voir des choses. Et donc, quand je vais en expansion de conscience, je peux trouver de l'information, je peux rencontrer d'autres formes d'énergie, je peux vivre des expériences importantes pour aller guérir, pour aller réparer, pour aller nettoyer. Donc, je m'expanse dans mon corps éthérique et je vais aller chercher
les mémoires qui ont créé des condensations que j'ai représentées en rouge, les mémoires de mon histoire personnelle. Ma conscience s'expanse dans mon corps émotionnel, je connecte une mémoire et donc je vous ai représenté ici un petit bonhomme, un petit garçon. C'est peut-être une partie de vous d'autrefois, de votre enfance, qui a vécu quelque chose de difficile, de douloureux et lorsque votre conscience s'expanse, vous allez peut-être connecter cette mémoire. La mémoire ne s'ouvre que si votre niveau d'énergie est suffisant pour l'accueillir. Vous ne risquez pas d'être dépassé ou d'être complètement submergé par vos émotions. Si elles s'ouvrent, c'est que vous êtes dans l'état qu'il faut pour l'accueillir. Elle va libérer toutes les émotions du passé, donc vous pouvez revivre ce qui s'est passé à cette époque, la peur, la colère, le doute, l'humiliation, le jugement, la carence, tout ce que vous avez vécu. Et vous, l'adulte d'aujourd'hui, expansé dans cet état, dans cette zone-là, vous allez à la rencontre de cet enfant, vous allez devenir son parent bienveillant et aimant, vous allez l'écouter, il va vous raconter son histoire et vous allez en prendre soin. Vous allez l'aimer, l'accueillir pour pouvoir réparer cette mémoire. Un peu plus loin dans le corps émotionnel, dans le corps astral, on va rencontrer les mémoires de l'histoire familiale et un peu plus loin, on va rencontrer les mémoires de l'histoire collective, les égrégores, les archétypes, les mythes, les symboles, tout ce qui appartient au règne du mental. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais aller chercher ce petit enfant que j'ai rencontré là dans mon corps émotionnel et pour lequel la mémoire s'est ouverte. Je vais emmener ce petit enfant beaucoup plus haut, m'expanser vers la lumière, vers les corps de lumière, et je vais l'emmener sous la source. Je vais imaginer, visualiser. Je peux le faire avec mon mental, mais très simplement, l'image peut venir et s'imposer à moi, et je vois cette source magnifique qui fait couler la lumière, qui fait couler l'amour sur le petit enfant que vous voyez ici représenté, qui se remplit de lumière, qui se remplit d'amour. Et cette lumière de la source et cet amour vont nettoyer les mémoires de mon histoire. Je vais nettoyer mon enfant intérieur. Je vais aller chercher le maximum de mémoire, le maximum de souffrance. Et à chaque fois, je vais emmener ce petit être, cette partie de moi, ce jeune enfant, cet adolescent, toutes ces parties de moi-même qui ont souffert, je les emmène sous la source pour les réparer. Et moi, l'adulte d'aujourd'hui, je l'accompagne et je suis son parent aimant et bienveillant. Une fois qu'il est bien rempli de lumière, bien rempli d'amour, je le ramène dans mon cœur. Je vais le lever dans mon cœur. J'attends de le voir comme un soleil qui rayonne, comme un diamant scintillant, et je le mets dans mon cœur, je le love au plus profond de mon cœur. Ainsi, mon enfant se répare, et à mesure que mon enfant se répare, que cette mémoire se répare, bien tous les talents, toutes les qualités qui étaient coincées dedans se libèrent et redeviennent disponibles à la vie. La dernière étape de ce travail, quand j'ai ouvert cette mémoire, que je l'ai vidée de ses émotions, que j'ai emmené l'enfant sous la source et que je l'ai ramené dans mon cœur, eh bien, c'est d'aller chercher les protagonistes, le parent ou la personne qui m'a fait souffrir, qui m'a blessé, qui m'a pas écouté, et dans ce cas, je l'emmène lui aussi sous la source et je vois ce parent, ça peut être mon père, ma mère, mon frère, une personne, on va imaginer les parents. Je le vois avec sa lumière intérieure, son je suis, et je le vois avec sa couche de personnalité extérieure, son individualité, cette couche qui s'est construite autour. Et sous la source, il va se réparer. Alors, je vais aller chercher au plus profond de moi ma colère, mon ressentiment, ma souffrance, et je vais aller chercher pour casser cette couche d'ombre du père, de la mère ou de la personne, pour la réduire en cendres, mais je ne touche pas à la lumière. Je casse la couche, je peux utiliser un marteau-piqueur, une batte de baseball, un pistolet laser, tout ce que vous voulez, mais vous réduisez en cendres cette couche d'ombre du parent qui vous a fait souffrir, de la personne, et vous lui dites ces 4 vérités, vous lui dites votre colère,
qu'il vous a fait souffrir, que ce n'était pas acceptable, que ce n'était pas juste, que ça vous a blessé, que ça a eu un impact très fort dans votre vie, vous lui dites tout ça et vous cassez son ombre. Et pendant ce temps, sous la lumière, il se répare. Et peut-être vous allez voir le père parfait que vous auriez pu avoir si votre papa avait eu lui aussi des parents parfaits, ou la maman parfaite qu'elle aurait pu être si elle avait eu des parents parfaits. Nos parents ont fait de leur mieux, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils pouvaient, avec la conscience qu'ils avaient, avec l'histoire qu'ils avaient. Et donc, ben, ils ont fait comme ils pouvaient. Et donc, en voyant ce parent dans la lumière, vous allez peut-être ressentir un élan d'amour pour eux. Vous aurez vidé votre colère, votre ressentiment, et vous allez sentir ce rayon d'amour qui s'en va vers eux, cette main tendue vers eux. Et centré sur le cœur, vous pouvez rétablir le lien d'amour avec eux, envoyer un rayon de lumière, faire à l'autre le don de l'amour, par le don de l'amour, pardon, je te pardonne. En pardonnant à mon père, à ma mère, à la personne qui m'a fait souffrir, je me libère complètement. Tous mes talents bloqués redeviennent disponibles. Toute mon énergie de vie bloquée redevient disponible. On le sent dans le corps, ça vibre, ça pétille quand on fait ce travail. Et la mémoire se répare totalement. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman, sois en paix. Alors, quand on aura fait nettoyer les mémoires de l'histoire personnelle, on pourra aller chercher d'autres mémoires, les mémoires karmiques, par exemple, les mémoires des vies antérieures. Moi, je ne conseille pas ce travail parce qu'on a tout en synthèse dans cette vie-ci. Et donc, on a bien le temps d'aller voir derrière les vies antérieures. Il vaut mieux s'occuper d'abord de ce qu'il y a ici, puisqu'il y a dedans. Ça reprend toutes les mémoires karmiques dans cette vie-ci. Ensuite, on va aller chercher les mémoires familiales. On ne peut pas les couper. On peut juste honorer nos ancêtres, aller voir ce qu'ils ont vécu, ressentir leurs blessures, leurs souffrances, et puis leur demander de nous libérer des fidélités négatives et surtout, surtout les honorer, les inonder d'amour, les inonder de lumière, leur envoyer beaucoup de compassion car ils n'ont pas sûrement eu de vie très facile. En réparant ces mémoires, on pourra trouver des secrets, on pourra réparer son arbre généalogique et puis les fidélités douloureuses, difficiles, comme certaines maladies, les suicides, les abus, les incestes, tout ça, ça peut se nettoyer. Et puis, si on va un peu plus loin, chercher les mémoires collectives, on pourra faire la paix avec les égrégores, leur envoyer de la lumière, et puis faire la paix, par exemple, avec nos religions, parce que on peut avoir été éduqué avec une religion et plus se retrouver en elle, et le travail de paix avec les égrégores, avec les dogmes, vous permet de vivre votre spiritualité de façon sereine et en paix. Et puis, vous pouvez aussi travailler sur les 8 familles d'archétypes. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. C'est un vaste sujet. Les archétypes, ce sont des amas d'énergie qui viennent habiller soit notre je suis, soit notre ego et renforcer son pouvoir en positif quand c'est je suis, en négatif quand c'est l'ego. Et donc, on a 8 familles d'archétypes comme le père et la mère, l'homme, la femme, le guerrier, la guerrière, l'impérator, l'impératrice, le créateur, la créatrice, le magicien, la magicienne, le moine, la vierge, et je pense que je dois être à 8 là. Donc, c'est intéressant de travailler en expansion de conscience sur les archétypes qui eux aussi renforcent particulièrement la confiance. Alors, une fois que vous êtes expansé dans les corps de lumière, donc on a vu, je vais remonter un peu vers le schéma du corps énergétique. Quand je m'expanse dans les corps de lumière, là par ici, je m'expanse dans l'éthérique, dans l'astral, dans le causal, et que je m'expanse dans le bouddhique, et que je monte tout doucement jusque dans l'atmique, eh bien là, il va se passer des choses magnifiques parce que lorsque j'arrive dans ces corps de lumière, j'ai la sensation d'être de retour à la maison. Tout mon corps vibre, tout mon corps résonne, et j'ai vraiment la sensation de vivre de l'expérience de qui je suis vraiment. Je rencontre des énergies subtiles de lumière et d'amour. Et donc, en montant dans les hauts plans, on peut rencontrer
des êtres de lumière, des anges, des archanges, des guides, des mères divines, les âmes défuntes de nos lignées. On peut rencontrer et recevoir des messages, des initiations, des cadeaux. On peut visiter des lieux sublimes et plus on a de l'entraînement, plus on peut partir loin en expansion et vivre des choses absolument magnifiques que tous les stagiaires découvrent quand on fait le séminaire d'initiation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ce travail de réparation de mon enfant intérieur, de mon histoire, de mes blessures et de mes souffrances? Elles ne sont plus actives dans mon quotidien et résultat, je vais réveiller mon plein potentiel, réveiller mon je suis et le manifester. Donc, avec ces états d'expansion de conscience, si on fait la synthèse de tout ce qu'on peut faire avec, on va explorer notre histoire personnelle. On peut l'explorer même bien avant notre conception. En expansion de conscience, on peut remonter jusque dans les mémoires d'avant notre conception, jusque dans les mémoires akashiques. On peut remonter dans l'histoire familiale, transgénérationnelle, aller réparer et surtout amener la paix dans l'arbre généalogique, la lumière et l'amour. On peut aller travailler sur les archétypes et les sous-personnalités en lien avec les archétypes. On peut aller travailler sur les égrégores. Vous allez faire l'expérience de votre corps énergétique. Plus vous réparez vos mémoires, plus l'énergie revient, plus vous avez de vitalité, plus vous avez la pêche, plus vous êtes enthousiaste. Vous allez faire l'expérience de votre corps énergétique, de vos chakras, de vos canaux. On va nettoyer les condensations, éveiller la Kundalini, éveiller les mouvements automatiques. Il se passe plein de choses magnifiques. Vous allez contacter votre énergie de vie qui donne envie d'aimer, de vivre et qui fait que chaque matin, quand vous vous levez, vous êtes enthousiaste et à chaque instant, vous vous émerveillez. Être enthousiaste, en grec, ça veut dire être en Dieu, in théos. Et puis, vous retrouvez tous vos talents, vos ressources. Et plus vous découvrez votre talent, plus votre mission de vie, votre mission d'incarnation se dessine et plus vous donnez du sens à votre vie. Et tout au long de ce travail, plus vous révélez la confiance en vous, plus vous développez la confiance dans la vie, plus vous développez la confiance dans l'autre. Vous développez des perceptions subtiles de ressenti, d'intuition, de créativité, de clairaudience, de clairvoyance, de clairsentience. Vous vivez dans le lâcher-prise et la confiance, c'est tellement plus léger, plus serein, plus facile quand on est dans le lâcher-prise. Et vous voyez que quand vous posez des intentions, elles se concrétisent. Vous pourrez rencontrer d'autres formes d'énergie dans ces états d'expansion dans la nature, entrer en relation avec les arbres, avec les plantes, avec les animaux, avec les mondes subtils de Dame Nature. Vous pouvez explorer le temps, l'espace, les planètes, les vies antérieures. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Vous allez découvrir aussi que vous pouvez aller chercher de la connaissance, de l'information, des solutions, des idées créatrices. Vous changez votre regard sur le monde. Plus vous vous ouvrez à votre je suis, plus vous avez confiance en vous, plus vous devenez conscient de ce qui se passe dans le monde et plus vous devenez responsable et engagé pour le monde, pour l'environnement, pour la planète, pour les autres. Et puis vous développez cette intelligence magnifique de l'âme et du cœur, ce qui fait que vous aimez de façon inconditionnelle et que vous avez une relation à l'autre dans l'empathie. Alors vous exprimez vraiment votre nature, votre vraie nature, votre je suis. Vous vivez dans le présent et vous quittez l'illusion de la séparation et vous vivez un sentiment d'unité. Plus vous allez monter en conscience, plus vous allez ressentir cette unité, que vous êtes le tout, que vous faites partie du grand tout, que l'autre est une partie de vous, que la nature est une partie de vous. Alors c'est important de les respecter, de les aimer et de vivre en harmonie. Cet état amène un très beau sourire, un état de sérénité, de paix. Plus vous développez cette confiance en vous, en l'autre, en la vie, plus vous réparez votre histoire, plus vous avancez sur le chemin de l'épanouissement et vers votre mission de vie, et bien, plus le sourire est là, sur votre visage, plus vous rayonnez, c'est le sourire de Bouddha. Alors, choisissez qui vous voulez être et vous pouvez entrer sur ce chemin. Il suffit juste de faire une pause, de décider d'être dans le discernement, d'observer et de choisir.
Et vous verrez que le bonheur, c'est le chemin. Et que sur chaque petit pas, il y a des réussites, des joies, des réussites à célébrer, des gratitudes à formuler, et que la vie, à ce moment, devient belle, et c'est le bonheur. Alors, just do it now. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je mettrai cette conférence sur le site internet pour que vous puissiez la retrouver. Vous allez avoir un replay dont le lien vous sera envoyé dès l'instant où vous vous êtes inscrit sur Eventbrite. Et puis, je vais reprendre s'il y a des questions. Je peux répondre à toutes les questions qui sont là. Je vais regarder là sur le côté. Que pensez-vous des thérapeutiques accompagnées de conscience modifiée par LSD? Je pense que, alors ça c'est une question intéressante, c'est Stanislas Grof qui a beaucoup travaillé avec les produits chimiques, le LSD, mais il a travaillé aussi avec les plantes, l'ayahuasca, les champignons, le cactus. Il a fait beaucoup de comptes rendus et je peux vous dire qu'on obtient les mêmes résultats en expansion de conscience de façon naturelle, sans produits chimiques, sans rien, et donc le travail peut se faire de la même manière sans absorber de psychotropes. Moi, je suis pas trop pour les psychotropes. J'ai fait beaucoup d'expériences avec toutes les plantes, les cactus, les champignons, avec un vrai chaman très très sérieux, une très très belle personne au Pérou. Et donc, je trouve que même avec les états d'expansion de conscience, j'ai eu des résultats identiques. Ces thérapies accompagnées sont développées au Québec, en Suisse, en émergence, en Belgique et en France, sont niées encore interdites. Les thérapies par les psychotropes sont interdites pour la plupart en France. Les plantes ayahuasca, iboga sont interdites en France, ça c'est vrai. Je sais qu'au Canada, en Belgique aussi, et en Suisse, on est beaucoup plus avancé. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Comment savons-nous que nous sommes en état de conscience plutôt qu'en image mentale? Quand on est en état d'expansion de conscience, on ne se pose pas la question. Dès l'instant où on se pose la question, ça fait revenir le mental. Vous accueillez tout ce qui vient, même si c'est votre mental qui l'a mis. Il n'est pas allé chercher les images qui viennent par hasard, elles ne viennent pas de nulle part, elles ont du sens et tout est bon à prendre quand on est en expansion de conscience. Voilà. Sylvie, vous êtes en bon endroit pour la France. Catherine Bise, immense merci. Gratitude pour ta belle énergie et tous les talents. Gratitude, toujours un plaisir, un grand merci. Bon, bah, c'est bien, il n'y a pas de questions apparemment. Je vous suis, j'ai fait 2 jours. Ah, voilà. Oui, je peux peut-être vous parler, si vous voulez, vous initier et puis commencer le travail de réparation pour retrouver cette confiance en vous qui revient vite dès l'instant où on entre sur ce chemin. Je vous invite à venir au séminaire d'initiation aux états d'expansion de conscience. Le prochain a lieu à Cadenet, à 20 minutes d'Aix-en-Provence, à la Fontaine de l'Aube. C'est un très, très beau lieu avec une très belle énergie. Et il a lieu le 2 et le 3 décembre. Il reste quelques places. Le suivant, c'est en janvier, le 27 et le 28 janvier à Paris, au Forum 104. Réservez vos places rapidement parce que les 2 séminaires sont déjà bien, bien, bien remplis. On est à plus de la moitié, je crois même 3/4 des places. Il en reste quelques-unes. Donc, n'hésitez pas si vous voulez essayer. Commencez à vivre ces états, les expérimenter, expérimenter la réparation de votre enfant intérieur, ce qui va être fait le premier jour, et puis aller visiter ces espaces de lumière et d'amour, ces espaces de guérison où on peut rencontrer les âmes des défunts, les êtres de lumière. C'est ce que racontent tous les stagiaires, visiter de beaux endroits, de beaux lieux. Donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les bulletins pour vous inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, le 4 jours, pour faire le 4 jours, il faut avoir fait le 2 jours avant. Le 2 jours a lieu à Aix-en-Provence. Il y a une liste d'attente extrêmement longue. Vous n'êtes que 5 personnes et le budget est de 1 300 € le séminaire, plus hébergement, plus nourriture, parce que c'est quelqu'un qui nous prépare des repas sublimes. C'est un séminaire 5 étoiles, logé dans un lieu magnifique.
et avec une cuisine végane de haute volée. Tous ceux qui l'ont fait sont enthousiastes. Voilà pour le 4 jours. Quand vous dites qu'on est responsable de soi, de son environnement, qu'est-ce que c'est que l'environnement immédiat? L'environnement immédiat, ça peut être les autres, ça peut être votre famille, vos enfants, ça peut être votre maison, votre jardin, ça peut être tout ça. L'environnement, c'est tout ce qui vous entoure, tout ce qui est autour de vous, environné. On a la notion de cercle, l'environnement immédiat. Donc, je suis responsable pour moi-même, pour les autres, pour ma famille, pour mon environnement, c'est-à-dire mon jardin, ma maison, ma région, les champs autour, en fonction de ce que je vis, de ce que je mange, de ce que je consomme, de ce que j'achète, de ce que je fais de mes déchets, de mon attitude vis-à-vis de l'énergie, vis-à-vis des voyages, vis-à-vis du carburant. Tout ça, c'est de la responsabilité. Voilà, merci pour le replay. Je connais quelques personnes qui seront ravies de l'écouter. Merci pour cette conférence. Voilà, les pensées affectueuses, merveilleux souvenirs de stage. Sabine, ah ben oui, j'étais venue sans rien attendre, je suis repartie bouleversée. Les effets continuent encore, ben oui. Les séminaires de 2 jours sont vraiment très beaux. Merci pour cette conférence, gratitude. Non, je ne fais pas encore de formation distancielle parce que faire un état d'expansion de conscience, emmener des gens par Internet en expansion de conscience, je trouve ça un peu irresponsable pour le moment parce que c'est quand même pas anodin vu où on va et vu ce qu'on fait. Comment sait-on dans quel corps subtil on trouve? Avec l'entraînement. Plus on s'entraîne, plus on reconnaît l'énergie, plus on reconnaît les images et plus on sait où on se trouve. Mais ça n'a pas trop d'importance. Il suffit de poser l'intention sur ce qu'on veut travailler. Et si on s'est stabilisé et entraîné à aller dans ces états, eh bien, ça y va tout seul. C'est pas compliqué. Merci pour ces informations. Je me suis sauvé la vie dans ce séminaire de 2 jours. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Merci pour cet exposé précis, belle vue d'ensemble. Comment savons-nous que nous sommes en état d'expansion de conscience plutôt qu'en image mentale? Est-ce que oui, oui, on peut le savoir quand on est en image. Les images qui viennent en visualisation, c'est-à-dire elles s'imposent à nous, les images mentales, c'est nous qui les construisons. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas d'importance. Les images mentales ne viennent pas par hasard, elles trouvent bien leur source quelque part et pourquoi pas dans les profondeurs de notre être. Voilà, à très vite et belle nuit, petite Marie, et que la tempête s'apaise. Le lien pour s'inscrire au séminaire, vous m'envoyez un mail. Vous trouvez le lien sur mon site internet. Vous envoyez un mail et je vous envoie le bulletin. Vous tapez Catherine-Henri Plessier sur internet et vous arrivez direct sur le site. Le séminaire de 2 jours est tellement magique. Oh, c'est trop mignon. Hâte de faire le 4 jours à Aix avec toi, Amandine. On a beaucoup d'Amandine. Au dernier 4 jours, on avait 2 Amandines. Puis là, je vois que encore une Amandine pressée de faire le 4 jours. Voilà. Ensuite, Catherine. Voilà, bon, je pense. Merci, belle soirée. Je suis en attente du 4 jours. Allume ta magie. Voilà. Ah Lolo, elle est en train de vous mettre. Quand on se réveille, comment ne pas le culpabiliser si on a fait mal aux autres, non, à ses enfants? En tant que parent, vous faites du mieux que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous savez, avec votre histoire et avec la conscience, avec la conscience que vous avez. Et donc, vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. Alors, culpabiliser, ça sert à rien. Les maîtres indiens, le maître avec qui j'ai travaillé, Swami Nityananda, disait toujours, rien que de penser que tu pourrais être coupable, c'est un péché. Alors, arrêtez de penser que vous êtes coupable et essayez d'aimer vos enfants le plus possible, de les valoriser à chaque instant, de poser le cadre et les limites, parce que c'est important qu'ils aient un cadre et des limites. Et surtout, valorisez-les, valorisez-les, valorisez-les. C'est important. J'ai une conférence sur la toxicité parentale. Ce mot est monstrueux, mais il explique bien ce qu'il veut dire et qui a pour but de réparer le lien d'amour avec nos enfants. Et donc, je la referai prochainement. Les stages de 4 jours ont lieu, vous trouverez les dates sur le calendrier du site.
J'ai fait le 2 jours, c'était top. À très vite pour de nouvelles aventures. Je vais aller à la soirée du 8-11 au Forum. Ça, c'est la soirée tous les mois. Il y a une soirée d'expansion de conscience pour les personnes qui ont fait le 2 jours. Quand nos pensées racines sont inconscientes, comment fait-on, s'il vous plaît? Eh bien, on se pose, on s'observe, on fait attention. Et dès l'instant où on choisit de commencer à aller vers le discernement, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de faire et d'agir? Qu'est-ce que je suis en train de créer? On devient de plus en plus vigilant à nos pensées. On ne se laisse pas embarquer par le mental, ça nous permet de nous recentrer. Donc, pensez à vos pensées racines négatives. Au début, elles sont inconscientes, mais si vous posez l'intention de devenir observateur et conscient, les choses vont changer et vous allez les voir. Et chaque fois que vous avez une pensée négative, transformez-la en pensée positive. Non, je ne suis pas ça. J'ai tout en moi pour réussir. J'ai un grand trésor rempli de qualités, de talents au fond de mon cœur. Je fais confiance à la vie et j'avance. Merci pour cette conférence. Ah là là, le stage de 4 jours, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce que c'est que le stage de 4 jours? Qu'apporte-t-il en plus? Le stage de 4 jours, vous allez faire une plongée dans la profondeur de votre inconscient, une plongée dans votre structure de personnalité. Nous allons aller chercher les mémoires de la grossesse dans le ventre maternel pour trouver le schéma racine, un schéma qui s'est construit dans le ventre maternel et qui va conditionner toute votre vie. On va aller ensuite chercher toutes les stratégies inconscientes que vous avez mises en place dans votre vie pour vous adapter, pour compenser les carences, pour survivre dans le milieu peut-être difficile dans lequel vous étiez. Et ces stratégies qui sont encore actives, mais qui ne sont pas positives pour vous, parce qu'elles vous empêchent de vous épanouir pleinement, elles vous maintiennent dans la peur, elles vous maintiennent dans le doute, dans la colère, dans la déprime, dans la tristesse, dans la maladie. Et avec ce travail, on va faire un travail de nettoyage et de réparation extrêmement intense et profond de votre enfant intérieur. Et on va vous aider à choisir de sortir de cette couche d'ego négatif pour faire l'expérience de l'énergie de vie et vous manifester dans la vie avec ce je suis. C'est un travail qui est analytique extrêmement profond, un travail énergétique extrêmement profond. Le 2 jours est impératif avant de faire le 4 jours pour supporter les niveaux d'énergie. Et malgré le 2 jours, il y a encore des personnes qui ont des nausées, des maux de tête, des vertiges, tellement le niveau d'énergie est élevé. Et c'est un magnifique séminaire. Les stagiaires disent toujours, il y a un avant, il y a un après. D'autres disent, c'est une pépite. D'autres m'ont dit encore, c'est le stage d'une vie. Voilà, donc après, chacun fait comme il sent, comme il veut. Malheureusement, il y a très peu de place, car je ne prends que 5 personnes par séminaire de 4 jours. J'ai fait le 4 jours. Quelle merveilleuse expérience. Merci pour tes partages, tes enseignements si précieux. C'est trop gentil. Voilà. Alors là, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui met son mail, c'est peut-être... je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ma fille écoute, s'appelle Amandine et je vais lui faire coupler le replay, pas de hasard. Et oui, merci, je ne me lasse pas. Merci, merci. Moi, je ne me lasse pas de vous retrouver mensuellement. Là, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Merci, séminaire de 2 jours, ou je le redis, séminaire de 2 jours à Paris au mois de janvier, 27-28 janvier, séminaire de 2 jours à Cadenet, à la Fontaine de l'Aube, près d'Aix-en-Provence. Il y a un hébergement sur place et le 2 jours de Cadenet, il a lieu le 2 et le 3 décembre. Et celui de 4 jours, il a lieu chez moi, dans ma maison, parce que vous n'êtes que 5 personnes. Ah ben Lolo, elle a mis le lien. Merci infiniment, avec grand plaisir. 2 jours et le prérequis pour faire le 4 jours, oui. J'habite, recevez-vous. Non, je ne fais plus du tout. Non, non, je commence à être âgée, fatiguée, quelques petits soucis de santé.
Et donc, j'ai beaucoup ralenti mon activité, mais je travaille encore beaucoup, beaucoup. Et donc, je ne fais plus de consultation. En revanche, sur Aix-en-Provence, j'ai personne. Et je peux vous mettre en lien avec des thérapeutes qui travaillent aussi sur Internet si vous le souhaitez. Le stage de 2 jours, je ne comprends pas les dates. Ben, si vous avez en rose les dates du 2 jours à Paris, en violet les dates du 2 jours sur Aix-Cadenet. Donc là, on le doit. J'ai tellement besoin de conférences sur la toxicité. Ah, puis-je la trouver? Non, la conférence sur la toxicité parentale, je ne la mets pas sur Internet parce que je ne veux pas qu'elle soit utilisée de façon négative. Donc, je la referai prochainement. Je la fais demain soir à Lambesc. Pour les gens qui habitent le coin, envoyez-moi un mail si vous voulez y venir. Voilà. Le séminaire de 4 jours est exceptionnel, c'est un moment merveilleux, le cadre est fantastique, la nourriture et l'accueil sont incroyables. Catherine et Véronique sont des guides, accompagnatrices, beaucoup d'amour, d'accueil, des histoires avec beaucoup d'empathie. Je suis ressortie transportée, pleine de vie. Oh, c'est très beau, merci Pascaline. Mais oui, Pascaline, elle vient juste de faire le 4 jours et c'était magnifique, vraiment magnifique. Il n'y a pas d'âge pour démarrer les stages, mais plus jeune stagiaire avec 15 ans, le plus jeune qui a fait l'ensemble du parcours jusqu'au parcours en 3 ans a commencé quand il avait 16 ans. Il a fait un parcours extraordinaire, magnifique. Oui, même les ados peuvent venir. Merci Laurence. Est-ce que s'identifier à son plus haut de potentiel ne risque pas une certaine désillusion lorsque nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs? Ne faut-il pas prendre conscience de ses limites et les accepter? Ah ben, bien sûr, il s'agit de rester les pieds sur terre et il s'agit de se donner des objectifs atteignables. Et lorsqu'on se donne des objectifs atteignables, qu'on s'abandonne dans les bras de la vie, qu'on lui fait confiance et qu'à chaque instant, on donne le meilleur de soi-même en conscience, observateur de nos pensées, intègre, authentique, responsable, eh bien, tout devient magique et les objectifs sont atteints et la vie devient facile. Là, j'ai beaucoup de stagiaires qui peuvent en parler comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est simple et facile tout le temps, mais on voit les épreuves de façon différente comme des occasions de grandir. Voilà. Chacun fait du mieux qu'il peut. Et si je rate, je me pardonne, je mérite mieux et je recommence autrement. Voilà. Merci Catherine. Merci. Je peux venir à Lambesc demain. Alors, soir, s'il vous plaît. Alors, je prends tout de suite en copie votre mail pour vous inscrire. Je pense qu'il reste des places. Attendez, je vais tout de suite faire ce qu'il faut pour vous envoyer l'adresse. Voilà. Donc, demain soir, c'est à l'espace 1, 2, 3 Soleil. C'est à 20 h. Et c'est sur la toxicité parentale. Voilà, je vous ai noté pour vous envoyer un mail. Voilà, espace 1, 2, 3 Soleil, c'est tout en bas près de la place, sur la place. C'est une très belle salle du 16e ou du 17e siècle. 1, 2, 3 Soleil. Voilà. Intéressé par des thérapeutes pour consultation, envoyez-moi un petit mail et je vous répondrai, promis. Est-ce qu'au stage, on doit dormir sur place? Pas du tout. Sur le séminaire de 2 jours, vous faites comme vous voulez, vous logez où vous voulez. Sur le 4 jours, je conseille vivement de dormir sur place. Il faut vous déconnecter de tout pour être totalement disponible au travail. Alors, sur Paris, le séminaire a lieu rue de Vaugirard au 104, au Forum 104. Pour Cadenet, le stage a lieu à la Fontaine de l'Aube, chemin de Loris, je crois que c'est 11 chemin de Loris, Fontaine de l'Aube, et ceux qui viennent de loin peuvent trouver un hébergement sur place. Donc non, on ne dort pas sur place, sauf il n'y a que le 4 jours. Voilà. Ok, je peux rentrer chez moi. On peut rentrer tous les soirs. Le 4 jours, je conseille vraiment d'être isolé, coupé de tout, coupé du monde. Voilà. Le 2 jours, vous faites comme vous voulez. Et Cadenet, c'est magnifique, c'est vraiment un très beau lieu.
Et les couples aux 2 jours, vous êtes bienvenus. C'est magnifique de travailler en couple. Le 4 jours, on le fait seul, sans personne. Le 2 jours, on le fait avec qui veut. On ne peut pas s'inscrire sur le lien, on ne peut pas s'inscrire au séminaire par le site, il faut m'envoyer un mail. Et voilà, immense merci. Oh, vous êtes trop mignons. Ça me touche toujours beaucoup. Merci, merci. Salle 1, 2, 3, Soleil, Lambès, parking de la mairie, pharmacie. Oui, c'est ça, à gauche, au fond de l'impasse, le long de la pharmacie. Je vous envoie un mail, intéressé par des thérapeutes. Alors, je note le mail thérapeute pour vous envoyer. Dites-moi où vous habitez. Si vous voulez des thérapeutes, et si c'est Paris, je peux vous donner des... Voilà, Corinne pour le 8 novembre, c'est pour le yoga. D'accord. Envoyez-moi un mail. Voilà. Merci pour toutes ces précieuses, au plaisir de venir. Voilà. Bravo pour toutes les personnes. Si vous êtes là à cette conférence, c'est que vous êtes vraiment entrés sur le chemin. Quel bonheur. Bravo. Aix-en-Provence, en Provence, non, j'ai pas de thérapeute sur Aix, malheureusement. J'ai pas de thérapeute formé sur Aix. Je peux vous donner que des liens pour travailler sur Internet ou sur Paris, malheureusement. Quand je prends votre mail pour envoyer les liens de thérapeute. Voilà. Thérapeute Paris. Oh là là. Ça serait plus cool que vous m'envoyiez un mail parce que comme ça, je ne vous oublierai pas. Voilà, ce bac, thérapeute sur Paris. Voilà. Vous répondez. Oui, bien sûr, je réponds aux mails. C'est moi qui réponds aux mails. On peut se former en tant qu'accompagnant. Je conseille 2 jours, 4 jours, parcours en 3 ans. Et on va commencer le parcours praticien pour les gens qui veulent utiliser tous ces outils en sécurité. Cette année, il y aura un parcours praticien, peut-être tous les 2 ans. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. On est en train de le faire. Voilà, je note toutes les personnes qui demandent des thérapeutes. Je vais vous mettre des noms. J'ai des gens aussi à Sarlat, j'ai une belle personne aussi, s'il y a des personnes dans le coin. Voilà. Où peut-on se former en tant qu'accompagnant? Donc là, je viens de vous le dire. Bon, ben c'est bon. Voilà. Eh bien, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. C'était une grande joie. Un immense merci pour votre présence fidèle. Et puis, durant mes voyages en train, ben, je vous prépare les conférences suivantes qui vont être sur le masculin et le féminin, l'intégration du masculin et du féminin, et qui vont être ensuite sur les égrégores et les archétypes. Voilà, belle soirée, que ceux qui ont vécu la tempête se remettent, soient plus sereins. C'était très violent. J'ai eu des nouvelles d'un peu partout, du nord de la France, par tous mes élèves. À très bientôt. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, un peu de mon soleil de Provence qui est vraiment très beau. Gros bisous à tous et à bientôt.